Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission Le droit de savoir, une émission qui est périodique, qui est organisée par Astrée Avocat et qui a une vocation, vous le savez, pédagogique, pour permettre aux distributeurs de se mettre en conformité avec les lois et les règlements dans le domaine de l'assurance, et Dieu sait que ces réglementations sont nombreuses. Aujourd'hui, nous avons intitulé le plateau « Loi sur le démarchage téléphonique en assurance, le champ du signe ». Rentrons directement dans le sujet. La loi du 8 avril 2021, c'est la loi qui est relative à la réforme du courtage en assurance et aux IOBSP. Elle contient un volet important aussi, et vous le savez, sur le démarchage téléphonique. Alors c'est l'aboutissement, cette loi, d'un processus de régulation sur ce canal de vente qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, dans le droit de savoir, on veut vous présenter ce cadre réglementé. Parce que son application finalement c'est le 1er avril 2022, donc c'est quand même assez proche mine de rien, et les distributeurs aujourd'hui doivent se mettre en règle et les connaître. Pour nous y aider dans cette émission Le droit de savoir, nous allons recueillir, une fois n'est pas coutume, la parole du consommateur, et on va décrypter les arcanes de cette nouvelle législation. Astrée va nous livrer, comme à son habitude, une approche pédagogique, qui va nous livrer une méthodologie et des conseils qui vont être destinés à favoriser une bonne compréhension du dispositif à venir. Le droit de savoir fera le point aussi sur les pratiques en Europe et sur l'avenir de ce modèle économique que l'on peut penser trop souvent fondé sur le non-dit, voire le mensonge et la contractualisation à l'insu du consommateur. Est-ce que le problème n'est pas de fond plutôt que celui d'un canal de vente, en l'occurrence le téléphone? Est-ce que l'idée n'est pas plutôt de travailler sur le conseil aux clients et la formation des vendeurs plutôt que d'incriminer le canal téléphonique? Nous sommes aujourd'hui avec nos invités. Alors je vais commencer par nos invités. Voilà, Hervé Mondange. Bonjour. Bonjour. Hervé. Hervé, vous êtes juriste à l'association Force Ouvrière Consommateur. Quand je parlais de la voix du consommateur, la parole du consommateur, c'est vous dans cette émission. Merci. Merci d'être parmi nous. Nous avons aussi Henri Debruyne. Henri Debruyne, vous êtes président. Bonsoir. Bonsoir Henri, président du MEDI, Monitoring European Distribution of Insurance. Alors, c'est un organisme que vous avez créé en 2010 et vous scrutez, je veux dire, l'efficience des réseaux de distribution en Europe. Vous êtes un spécialiste de la distribution de l'assurance et de l'épargne tout au long de votre carrière. Vous avez conduit de nombreux travaux, notamment sur la compréhension des interactions entre les assureurs, les consommateurs, les distributeurs. Et vous avez évidemment piloté de très nombreux travaux de recherche sur l'organisation des réseaux. Et puis nous avons Isabelle Mona-Lafin. Bonsoir Jean-Charles, bonsoir à tous. Bonsoir, coproductrice donc de cette émission. Merci d'être avec nous évidemment. Je rappelle que cette émission, comme d'habitude, va se prolonger sur le site, sur nos sites, sur le site d'Astrée Avocat, site Astrée Avocat, et aussi sur le site donc de l'assurance en mouvement, donc dans la fameuse lettre. Voilà, le support pédagogique, ce sera la lettre cette fois-ci avec un mode opératoire. Avec la lettre, voilà, le support pédagogique, lettre et mode opératoire. Donc, rendez-vous aussi sur le site d'Astrée Avocat et sur l'assurance en mouvement. Rentrons dans le vif du sujet, on va voir quel est le problème globalement de ce démarchage téléphonique. Une première question pour vous, Hervé Mondange. L'homme qui va porter la parole des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire le rôle de l'association Force Ouvrière Consommateur, la FOC ? Bien entendu. Alors, l'association Force Ouvrière Consommateur est une association nationale de consommateurs. Entendez par là que nous sommes agréés pour ester en justice. Nous pouvons par exemple faire des actions de groupe. Nous avons ce pouvoir en tant qu'association nationale de consommateurs. Vos oreilles ne vous ont pas trahi. Association Force Ouvrière Consommateur. Nous sommes bien une entité qui a été créée par Force Ouvrière, le syndicat de salariés, en 1974. Vous noterez la date, c'est pas anodin, c'était le premier choc pétrolier. D'accord. Et effectivement, ils se sont dit quand même, on pouvait bien entendu défendre le salaire, mais qu'on pouvait aussi s'intéresser au pouvoir d'achat. Et puis depuis, nous avons fait notre chemin et nous nous sommes spécialisés depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant, sur les questions du secteur financier, assurance, banque, finance. Et c'est moi qui me charge de ce secteur et c'est ce qui me vaut d'être là avec vous aujourd'hui. Je siège au comité consultatif du
secteur financier qui a élaboré une grande partie de des solutions qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Et donc, ça me vaut ma présence. Vous travaillez sur ce sujet. 1974, déjà l'année d'une grande crise. Alors aujourd'hui, on est en 2020-2021 et nous avons, les années 2020, et nous avons effectivement aussi une grande crise. Et on parle de démarchage. Alors, justement, toujours, Hervé, dites-nous l'historique de cette problématique rencontrée sur le canal de vente téléphonique. Vous, au niveau des associations de consommateurs, quel est le sujet véritablement? Pourquoi autant de bruit, j'aurais tendance, autour de cette vente par téléphone? Mais écoutez, on vivait notre petite vie d'association de consommateurs avec nos litiges habituels et soudain, on a vu débarquer des gens dans des situations tout à fait catastrophiques qui s'étaient vus démarcher pour des assurances et qui s'étaient vus refourguer, excusez-moi du terme, des assurances sans même en avoir conscience par des appels téléphoniques. Alors, on est sur quoi? On est sur de l'assurance complémentaire santé et de la prévoyance. Au tout début, on n'avait pas encore les assurances affinitaires, on avait un petit peu de protection juridique, mais c'était essentiellement... Hélas, je serais tenté de dire, car on connaît l'importance quand même de ce contrat. On s'est retrouvé avec des gens, soit qui n'avaient plus du tout de protection complémentaire, plus du tout d'assurance complémentaire santé. Je me rappelle de cette dame qui devait interrompre les frais d'orthodontie de son fils, alors qu'il était en plein programme et qui d'un seul coup se retrouvait sans mutuelle, ça devenait totalement ingérable. On avait des gens par contre qui en payaient deux. L'ancienne plus la nouvelle, parce que les assureurs eux-mêmes, parfois, les mutuelles eux-mêmes, parfois ne comprenaient pas bien ce que c'était que cet écrasement de leurs clients qui déboulait. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait des gens, effectivement, en plus, qui étaient un public fragile. On sait bien le cœur de cible, c'est pas ceux qui ont l'assurance par leur employeur, donc ce sont des personnes âgées, des retraités, et nous on a beaucoup de retraités dans nos adhérents, bien entendu, comme dans toutes les associations, si je puis dire, et donc on avait des gens qui étaient très fragilisés aussi par ces affaires. Du côté des associations, comme je vous l'ai dit, on a vu débouler ce truc-là et on n'a pas tout compris au début. On n'a pas bien réalisé ce qui nous arrivait. On ne comprenait pas bien le dispositif, car il faut quand même dire qu'on a découvert qu'il y avait tout un tas d'intermédiaires. Celui qui téléphone, celui qui gère le contrat, et puis un assureur un peu derrière encore. Donc on ne savait pas trop à qui s'adresser, auprès de qui fallait-il faire les interventions amiables, qui est notre devoir premier en tant qu'organisation de consommateurs pour résoudre les litiges à l'amiable. Ce qu'on a compris tout de suite, c'est que ça allait être un drame, et par le nombre de dossiers et par l'importance de ce contrat. D'où, assez rapidement, je vous rappelle, 2010, et on est aujourd'hui sur les vraies solutions. Donc, inutile de vous dire que le nombre de victimes depuis le temps a été assez nombreux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a saisi les autorités de contrôle, le gouvernement, bien entendu, le législateur et la CPR, puisque c'est eux qui sont en charge de la régulation. D'accord. On est arrivé donc à cette réglementation. Donc il y avait des gens qui sortaient du système Noémie, c'est ça carrément? Alors on a eu des gens qui ont vu surtout leur mutuelle débranchée du système Noémie. Donc effectivement, ils avaient leur remboursement de la sécurité sociale, ne l'oublions jamais, mais il n'y avait plus de complémentaires. D'accord. Il n'y avait plus de complémentaires et parfois ils ont mis alors il nous arrivait déjà des semaines après, le temps d'arriver à nous trouver. Et en plus, les professionnels restaient un peu droits dans leurs bottes, c'est qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient parfois... ils avaient coché toutes les cases, la personne avait dit oui, même si elle n'avait rien compris, et du coup, ils refusaient de revenir en arrière, donc c'était assez complexe. Alors, ça nous donne... est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur ce sujet? Parce que finalement, cette chose, ce problème qui vous est tombé dessus. Oui, absolument. Alors, je ne ferai pas les fanfarons. Nous, à l'association Force Ouvrière Consommateurs, on n'a pas les systèmes d'information qui nous ont permis, et surtout à cette époque, de tracer les chiffres. Mais d'autres organisations de consommateurs nationales, comme nous, ont avancé des chiffres pour un certain nombre de rapports. Et ils nous disent qu'il y a environ entre 8 000 à 9 000 réclamations sur le sujet depuis 2017.
2007, avec dans ces réclamations un nombre croissant, a priori, de ventes forcées sur cette période. On a également d'autres chiffres qui émanent de la DGCCRF, qui sont plus récents. Dans son rapport 2020, elle confirme que pendant cette année, 30% des pratiques dans le domaine restent peu scrupuleuses, ce qui est quand même inquiétant s'agissant d'un secteur très régulé. Il indique que 4% de ces réclamations et signalements concernent l'assurance, ce qui est quand même là encore grave, et qu'on a 4000 à 5000 réclamations par an. Voilà, là c'est beaucoup. Donc, on en est où maintenant ? Écoutez, là c'est un peu contrasté en fonction des organisations de consommateurs. Dans la nôtre, on sent un vrai infléchissement sur le sujet. On est moins assailli de ces ventes assez catastrophiques par téléphone sur les assurances complémentaires santé. D'autres associations semblent être plus impactées. Après, ça peut dépendre des publics qu'on a dans nos organisations de consommateurs. Mais en tout état de cause, c'est pas encore totalement derrière nous. Mais un petit infléchissement, peut-être l'action du CCSF. Absolument, même si c'est récent. On ne peut pas trop savoir, mais en tout cas, nous, on a senti un léger infléchissement qui démarrait. Merci Avril. Alors Henri de Bruyne, vous avez évidemment au sein du Medi et au sein, je disais tout à l'heure, de votre carrière au niveau de la distribution, vous scrutez le panorama de la distribution d'assurance. Vous avez étudié ce modèle de vente. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors effectivement, c'est un canal de vente, c'est la terminologie que l'on utilise souvent, qui a ses avantages, sinon on ne serait pas là, il aurait disparu de lui-même. Il a des avantages, c'est qu'il est très proactif, il permet d'aller chercher le client chez lui, parfois un peu trop facilement, mais d'aller chez lui. Il a des coûts d'acquisition qui sont maîtrisés, puisque ça s'encadre bien et ça se suit parfaitement sur un tableur, beaucoup plus que d'avoir des collaborateurs qui sont astreints à des contraintes particulières parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils reçoivent des clients, etc. etc. Et c'est un effet levier important, puisque quand même, ça produit des volumes. Ça produit des volumes quand même. Ça produit des volumes. Donc il y a des avantages qui ont conduit un certain nombre d'acteurs à s'emparer de ce média de distribution. Média qui a par ailleurs un grand nombre d'inconvénients. On est bien obligé d'observer, puisque quand même le métier du Medi, c'est aussi de regarder la performance des systèmes. C'est-à-dire qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui coûte, comment il fonctionne, qu'est-ce qui rapporte. Et qu'est-ce qui rapporte dans les comptes des compagnies, dans les bilans pour être précis. Eh bien on voit que quand même il y a une faible qualité. C'est une production qui est, allez, je vais dire en étant gentil, plutôt moyenne, voire même moyenne inférieure. Les portefeuilles sont moins stables, les gens ont tendance à partir aussi vite ou presque qu'ils sont arrivés. Il y a un très faible taux de multi-équipement, là encore je suis très sympathique, et donc une moindre fidélité. Et donc ça pèse effectivement sur la rentabilité du système. Et il faudrait donc imaginer des perspectives de professionnalisation des process qui sont quand même complexes et onéreux. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il faut recruter des personnes qualifiées, qu'il faut donc payer au niveau qu'elles méritent, et il faut les former pour pouvoir les conserver. De plus, ce que nous avons observé, c'est qu'au fil du temps, c'est venu progressivement, il y a eu des effets pervers tout à fait évidents. D'abord parce que, pour comprimer encore un petit peu plus les coûts, on a ces acteurs, ou un certain nombre d'entre eux, sont allés chercher des plateformes délocalisées. Voilà. Donc, de moindre qualité. Alors, il y en a de bonnes, faut faire très attention. Tout n'est pas acheté, mais en même temps, quand même, on voit bien que ça a accompagné l'évolution négative du système. Et puis le recours à des incitations, notamment de rémunération ou de commission, que vous voudrez, notamment le précompte et l'escompte, qui sont aujourd'hui prohibées, même si elles restent, hélas, très répandues, qui ont conduit effectivement à justifier une agressivité qui vient d'être indiquée par Hervé Mondange, tout à fait inqualifiable, et qui a perverti le média qui avait été mis en place. Le précompte peut pousser la consommation, on va dire, de la plateforme téléphonique. C'est évident. Enfin, le précompte, il faut appeler les choses par leur nom. C'est un système de management par la rémunération. Voilà. D'accord. Bon. Et ça se pratique bien. En tout cas, ça rentre bien dans le cycle de la vente par téléphone. À l'étranger, Henri de Bruyne, puisque là encore, vous regardez
le marché européen. Comment ça se passe ? Alors, européen... une partie, en tout cas. Voilà, parce qu'on regarde pour l'essentiel l'Europe de l'Ouest, parce que ça représente 85% du marché, européen. Oui. Voilà. Donc, à l'étranger, ce qu'on voit en Europe, quand même, de manière globale, c'est que tous les pays, peu ou prou, on va rentrer un tout petit peu dans le détail, sont en marche vers un système d'encadrement du dispositif. Certains, nos amis allemands, l'interdisant tout simplement. En Allemagne, vous ne pouvez pas vous adresser par téléphone à un client qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas. Comme ça, les choses sont claires. Et donc, voilà. Alors, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas ont adopté des réglementations plus ou moins rigoureuses, mais très fortes. Alors, une mention particulière, même s'ils ne sont plus dans l'Europe, pour nos amis anglais, du Royaume-Uni, où on m'expose souvent qu'ils sont plus cool et que les réglementations sont effectivement moins contraignantes, ce qui est vrai. Par contre, quand ils sanctionnent avec une rigueur et des contraintes, notamment financières, d'un tout autre niveau que ce que nous connaissons. Je vous sors juste un chiffre qui est le dernier qui a été publié, qui est de 2017, qui concerne la banque et l'assurance. Les pratiques commerciales de la banque et de l'assurance, pas uniquement la vente par téléphone, ont été sanctionnées à hauteur de 2,55 milliards, vous avez bien entendu, milliards de livres. De livres, voilà. Donc ça fait encore un petit peu plus d'euros si on veut faire la transposition. Tout à fait. Donc il laisse faire, c'est un peu l'idée de la soft law, il laisse faire, mais évidemment, quand les choses commencent à déraper, la main ne tremble pas. Oui, mais soft law, mais hard répression. Voilà, exactement. Quand on vous entend, je ne sais pas ce que vous en pensez, Isabelle, mais finalement, certains se plaignent en France en disant encore beaucoup de réglementations, ça va complexifier, voire casser totalement le modèle. On n'est pas si mal lotis en France ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Je ne sais pas si... Alors, moi, dans le cadre de mon expérience, je vais rebondir sur les propos d'Hervé ou d'Henri. C'est effectivement ce que nous constatons, c'est un canal difficile. C'est un canal extrêmement complexe, un canal techniquement difficile à aborder d'un point de vue d'organisation. Je suis assez d'accord avec Henri. Il n'est pas tant contrôlé que ça encore aujourd'hui. Alors les choses semblent changer, mais c'est vrai que finalement la France ne peut pas se plaindre d'avoir des contraintes si fortes qu'effectivement on peut les connaître au Royaume-Uni. Moi qui ai exercé au Royaume-Uni, c'est vrai que quand vous avez affaire aux régulateurs au Royaume-Uni, les sanctions financières sont quand même très dissuasives, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Ce que je constate en revanche aussi, c'est exactement ce que vous avez exposé dans votre métier à vous, c'est effectivement la fragilité des équipements et le manque d'approche, si vous voulez, des distributeurs, ce manque de conscience que face à ce canal et à cette clientèle, cette cible de clientèle, qui est effectivement une clientèle vulnérable et fragile, eh bien, il faudrait savoir adopter des solutions qui réconcilient, si vous voulez, la confiance avec le lien de la clientèle, qui est quand même un petit peu, pour moi, un peu le vecteur un peu d'une relation d'un distributeur ou d'un assureur. On parle de distributeur au sens large. Les assureurs font aussi de la vente directe et utilisent le canal téléphonique comme moyen de vente. Donc... on ne focalisera pas simplement sur les courtiers ou les agents généraux, on parle de la distribution au sens large. Donc voilà, je partage ce constat sur un canal qui dysfonctionne actuellement et qui provoque effectivement un mécontentement assez élevé de la clientèle, avec un besoin pour les distributeurs de se former à la prise de conscience qu'il faut faire des choses pour que des solutions soient mises en œuvre rapidement. Quelles sont les déviances des pratiques que vous avez pu constater ces dernières années, Hervé Mondange, pour commencer, Henri De Bruyne ? Nous, ce qui nous a surpris, c'est cette multiplication des intermédiaires qui conduit à une sorte d'anonymat sur qui pilote la vente objet du litige. On ne savait pas à qui écrire. Les consommateurs n'avaient pas de dossier, souvent. On leur demandait des pièces. On n'avait rien. Il y avait que leurs paroles de ce qui s'était dit. Donc on était vraiment très démunis avec ces dossiers. La pratique trompeuse était donc assez difficile. Il était assez difficile d'en rapporter la preuve et de la faire poursuivre. Ce qui a motivé, entre autres, notre demande des enregistrements, par exemple. C'est pour essayer de briser un peu cette impossibilité de rapporter des preuves. Henri, vous avez Henri De Bruyne ? Moi, ma première observation, c'est que
on n'a peut-être pas assez regardé comment s'ordonner les obligations de la directive distribution, hein, information précontractuelle, évaluation des besoins, délivrance d'un conseil, éventuellement confirmation d'une vente, qui me paraît ne pas pouvoir, quasiment pas s'appliquer à ce média. C'est devenu très compliqué. Juste 2 éléments pour le toucher du doigt. Nous, au Medi, nous faisons des évaluations de temps. Donc on passe dans les cabinets ou auprès des commerciaux et on chronomètre le temps qu'ils consomment pour vendre un produit, pour conseiller un client, pour faire une tâche, etc., etc. Et il y a un consensus pour s'ordonner. Alors il y a nos chiffres, mais il y a un consensus pour penser que la vente d'un produit pas trop compliqué, pas hyper simple non plus, mais pas trop compliqué, c'est 3/4 d'heure. Bon. Or, on sait, tous les spécialistes de la vente par téléphone vous le diront, que c'est très compliqué de conserver un client en ligne plus de 25 minutes. Donc, il y a un schisme. Il y a un schisme évident, et je crois que ça devrait porter, nous conduire à avoir une vraie réflexion de fond sur la réalité de ce média par rapport aux obligations que le législateur a voulu mettre en place pour protéger les consommateurs. Notamment au niveau du devoir de conseil et sur la signature aussi. Hervé, sur le consentement, en fait, on par signature, consentement tout simplement du consommateur. Mais justement, c'est sur la preuve de ce consentement. Vous savez qu'un démarcheur qui veut vous vendre un grille-pain, si c'est un démarchage à domicile, vous devez renvoyer un contrat signé. Alors que pour une assurance avec des centaines d'euros par mois de prélèvement, le oui suffisait. Cette espèce d'exception du code monétaire et financier sur le démarchage dans le secteur financier. Et les gens n'avaient absolument pas conscience d'avoir souscrit un contrat. Je me rappelle de cette petite mamie là, que j'avais eu au téléphone et qui me dit « Mais monsieur, dès que j'ai reçu l'enveloppe, je l'ai mis tout de suite à la poubelle. Là. Comme ça, je ne pouvais pas renvoyer le contrat. » Et je n'entendais plus parler de ces gens qui m'avaient embêté pendant je ne sais pas combien de temps au téléphone. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi. Le démarchage à domicile, vous chopez la personne à un moment où elle est complètement en train de faire autre chose. Elle n'est pas du tout préparée à cet appel psychologiquement. Et donc, bien souvent, ce qui nous revenait, c'est que les gens disaient oui pour se débarrasser de cet importun. Et une fois que le contrat arrivait, ils le mettaient dans un coin, ils ne le regardaient même pas. D'où le très faible nombre de rétractations aussi. Ils ne voyaient même pas qu'il y avait un bordereau de rétractation pour l'exercer. Donc voilà, l'absence de signature, c'était absolument quelque chose de catastrophique dans ce secteur et ça a fait beaucoup de mal. Mais même au niveau du conseil, je me tournais vers Henri Debruyne, et certains ont même poussé jusqu'à faire tomber l'obligation de conseil. Ah oui, alors ça c'était dans la saga de la directive, de la DDA, oui. Puisque effectivement, j'ai un souvenir très précis du 3 juillet 2012, donc vous voyez, oui, c'est très précis. À Bruxelles, un commissaire européen qui portait le projet de la DDA, qui était Michel Barnier, effectivement, déjà, et d'ailleurs, a dit textuellement, ça m'est resté gravé dans la mémoire, on ne doit plus pouvoir vendre en Europe un contrat d'assurance sans le conseil ad hoc. Point. Fermez le banc. Donc, ce qui voulait bien dire qu'on rentrait dans un processus tout à fait clair. Bon, alors après, le conseil, on peut le discuter, il peut être plus ou moins bon, etc. mais il fallait qu'il existe. Bien. Et on a vu effectivement arriver des bataillons de lobbyistes qui ont dit « Mais non, mais vous vous rendez compte, ça va tirer un business, etc. etc. » Et cette obligation de conseil, elle a disparu, même dans un certain nombre de pays. L'Allemagne, il n'y a pas d'obligation de conseil. C'est une pratique très répandue, mais il n'y a pas d'obligation de conseil. La seule obligation pour celui qui ne donne pas un conseil, c'est de bien faire remarquer à son client qu'il lui vend un produit, mais sans le conseil. Moi, je veux bien voir. Voilà. D'accord. Alors, Isabelle, on a la fin. Moi, j'ai écouté, comme vous, religieusement. Hervé. C'est important de les entendre, je pense, aussi, pour nos auditeurs. Oui, parce que les exemples donnés, notamment, sont assez édifiants. J'ai l'impression qu'on vient de loin. Donc maintenant, il y a une réglementation, il y a une loi, on attend des textes réglementaires. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous l'expliquer, voilà, cette je crois loi, que c'est le moment de la pédagogie. Le moment de la pédagogie, séquence pédagogie, expliquez-nous cette loi et comment on fait pour la respecter.
si toutefois on peut la respecter. Mais ça, voilà. Conclura là-dessus. Mais comment on fait pour la respecter Comment fait-on pour la respecter? Parce qu'effectivement, c'est le moment maintenant de dire à nos auditeurs, voilà, comment est-ce qu'on fait? Alors, l'échéance, c'est le 1er avril 2022, étant entendu que l'avis du CCSF, l'avis qui a été rendu par le comité consultatif du secteur financier, est applicable depuis le 1er juillet 2020. Donc, théoriquement, on a une espèce de mode dégradé. Là, on a une situation intermédiaire que l'on vit. Une soft law. Enfin, c'est un accord de place. C'est quand même une convention et les discussions étaient longues et houleuses. Donc, effectivement, je pense que les distributeurs ne sont pas tombés sur une recommandation ACPR qu'ils ont vu arriver sans l'avoir véritablement préparée. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est censé déjà être dans un dispositif à peu près comparable. Ce qu'il faut d'abord que nos internautes comprennent, c'est que vendre des produits d'assurance par téléphone aujourd'hui, c'est être capable de respecter 2 législations différentes. Une première législation qui relève du Code de la consommation et qui, depuis de longue date, réglemente le démarchage téléphonique. Cette législation, elle a été réformée le 24 juillet 2020 par la loi dite Negelen. Et en assurance, alors on n'a pas prononcé d'interdiction, ce qui était le cas sur les équipements, par exemple, photovoltaïques et les équipements d'énergie. En assurance, on a autorisé effectivement le démarchage, mais attention, sous peine de nullité du contrat. Ça, c'est important de le dire. Le Code de la consommation prescrit la nullité du contrat. Si on ne respecte pas 2 règles lorsque l'on prospecte un consommateur, c'est la vérification que ce consommateur n'a pas fait une démarche afin d'être inscrit sur une liste d'opposition. Donc les consommateurs ont à leur disposition un service qui s'appelle Blocktel. Alors il a été changé là récemment au profit d'un nouveau dispositif tenu par une société Worldline qui devrait fonctionner bientôt à nouveau et qui permet effectivement au consommateur de pouvoir faire part de son souhait de ne pas être démarché téléphoniquement. Donc le professionnel qui prospecte, donc qui fait une démarche, je dirais, à son initiative vers un consommateur qui n'a pas demandé à être appelé, doit impérativement, depuis cette date, filtrer son fichier et donc être en mesure de prouver que le consommateur n'a pas fait cette démarche d'opposition. Il y a une deuxième obligation, c'est celle de respecter des horaires. Alors ces horaires, pour l'instant, ils ne sont pas encore dans le marbre, parce que ce fameux décret qui, en fait, évoquait des horaires de bureau. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'était un petit peu de reprendre la complainte que nous expliquait Hervé Mondange tout à l'heure, éviter d'appeler les gens pendant le dîner, éviter d'appeler les gens pendant le petit déjeuner ou à l'heure du déjeuner du midi et essayer de respecter des horaires où ils étaient plus disponibles pour éventuellement recevoir l'appel d'un professionnel. Ce décret n'a toujours pas été publié, donc pour le moment, la problématique des horaires n'est pas encore à intégrer dans les parcours, mais il faudra quand même y penser parce qu'il est tout à fait probable que dans un avenir proche, ce décret finira par sortir. Deuxième législation, c'est cette fameuse législation qui vient d'être votée en avril 2021 dans le cadre de la réforme du courtage. Et cette législation-là, elle a un périmètre plus large. Elle réglemente la vente de produits d'assurance par téléphone. Donc elle intègre évidemment la notion de démarchage, mais pas que. Elle réglemente le canal de vente sur le produit d'assurance. Donc vous voyez, c'est une législation cumulative. Et donc la première question que doit se poser l'internaute, c'est mettre en place son logigramme de vente. Quel est le parcours qu'il entend mettre en œuvre et être capable de qualifier s'il se situe dans la loi Negelen ou pas, et dans la loi du 8 avril ou pas. Alors on verra tout à l'heure, on traitera les cas d'usage, on verra que ce n'est pas tout à fait toujours intuitif, c'est-à-dire l'un n'induit pas forcément l'application de l'autre et vice-versa. Il y a des cas d'école dans lesquels on peut être dans l'une et pas dans l'autre. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, donc, quand on est dans le démarchage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, il faut que les gens comprennent aujourd'hui qu'on est dans le démarchage quand on appelle quelqu'un à son insu, quand on appelle quelqu'un qui n'a pas sollicité d'être appelé. Donc, c'est une prospection, je dirais, à l'initiative du professionnel. Dans ce cadre-là, on filtre. Et quand on est dans le cadre de la vente d'un produit d'assurance sur ce sujet, on doit respecter un dispositif qui, en fait, aujourd'hui, met en œuvre 9 règles. Alors, elles sont, vous le verrez, contraignantes. Ça répond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Henri. Est-ce que ça va être possible ? Pour l'instant, c'est trop tôt de le dire. Il est trop tôt pour dire si les modèles qui vont devoir s'adapter à ce dispositif vont marcher. En tout état de cause, telle est la loi. Elle a été votée et il faut la mettre en œuvre pour le 1er avril. La première chose, c'est l'enregistrement téléphonique des conversations. Ça a été effectivement une exigence des consommateurs, des associations de consommateurs, qui a été aujourd'hui grevée dans la loi. C'est extrêmement important de le savoir. Et de fait, compte tenu de la protection des données, il est impératif que le consommateur consente à être enregistré. Donc la première des choses à mettre en place dans son parcours, c'est que lorsque vous appelez un consommateur pour lui proposer un produit d'assurance et qu'il est effectivement
non sollicité, eh bien, dans ce contexte-là, vous devez impérativement recueillir le consentement express du consommateur afin de poursuivre la conversation téléphonique. Et si le consommateur dit qu'il ne souhaite pas, vous devez raccrocher. Donc là, on met fin à la vente. On ne passe pas par la fenêtre pour dire « mais si, bien sûr ». Voilà. C'est un premier stade. La deuxième règle, c'est de s'assurer auprès de ce consommateur que le produit que vous lui proposez ne génère pas ou n'induit pas la résiliation d'un autre produit. C'est-à-dire, vous venez lui proposer un produit en remplacement. Alors, la complémentaire santé est un exemple assez important, on l'a vu tout à l'heure, pour éviter les cumuls ou au contraire les trous de garantie. Donc, il vous faut également être en mesure de pouvoir, entre guillemets, préparer avec le consommateur la résiliation du contrat précédent et prouver que le nouveau est à équivalence de garantie, il y a une adéquation qui fait que ça se justifie. Bon, d'où la question posée à Henri, qui est une vraie question, est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Est-ce que quand j'appelle quelqu'un que je ne connais pas, je vais pouvoir lui proposer un contrat d'assurance santé, alors que je ne sais pas s'il est assuré, et est-ce qu'il va pouvoir m'expliquer au téléphone quelles sont les garanties qu'il a, tout ça en 20 minutes, 2 secondes. Voilà, ça c'est un sujet, mais c'est une obligation légale. Donc il va falloir intégrer dans les scripts et dans les parcours cette preuve que l'on s'est enquis auprès du consommateur d'avoir la possibilité de lui laisser, en tout cas de faire en sorte qu'il puisse résilier son contrat. Ensuite, il faut s'assurer, et ça, ce sont des preuves dont on parlera tout à l'heure, que le consommateur reçoit la documentation précontractuelle au moins 24 heures avant une autre phase de vente. Alors, je rappelle à nos distributeurs, parce que j'en vois tous les jours, la documentation précontractuelle, c'est pas que liquide, et c'est pas quand on veut, c'est tout le temps. La documentation précontractuelle, c'est liquide, ou le DIC, si on fait de l'assurance vie, ces fameux documents normalisés, mais c'est surtout le document précontractuel d'information et de conseil qui est normé, qu'on a vu tout à l'heure, qui contient 4 phases. La présentation du distributeur, ça permet effectivement de savoir qui est la personne que j'ai au téléphone. Est-ce qu'elle est le mandataire d'un courtier ? Quelle est la compagnie d'assurance qui porte le produit qu'on va me proposer ? Parce que derrière, il y a quand même des assureurs qui sont régulés aussi et qui portent ces produits. Et quelles sont les exigences du client ? Quelle est la caractéristique technique du produit que je propose ? Et quel est le test d'adéquation ? Donc finalement, quelle est la cohérence entre ce que je propose et les exigences du client ? Donc ça, ce sont des documents qui sont obligatoires et qui doivent être impérativement remis au consommateur avant la conclusion du contrat. On est un peu dans des DA, là. Enfin, totalement. Henri nous l'a rappelé tout à l'heure. Il ne faut pas s'imaginer que sous prétexte qu'on est sur un canal de vente téléphonique, on ne respecte pas la réglementation. Voilà, et nous constatons, et c'est pour ça que j'en parle de façon assez ferme, ça n'existe pas. Je n'ai jamais, pour l'instant, validé de parcours pour lequel c'est fait. Ça n'existe pas pour le moment. L'essentiel des professionnels ne sont pas aux normes sur ce sujet-là. Les documents précontractuels sont bâclés, incomplets et non conformes. Donc il est très important de veiller à cela, parce que le consommateur, il a la conversation téléphonique, mais s'il reçoit un document complet et pertinent, il peut avoir le temps ensuite de le regarder et éventuellement de rappeler, ou en tout cas d'avoir déjà au moins une information écrite qui soit lisible. C'est une obligation légale aujourd'hui. Ensuite, il faut donc respecter ce fameux délai de 24 heures, ce fameux délai qui est aujourd'hui un délai de réflexion. Je n'étais pas forcément, particulièrement d'accord avec ce délai, néanmoins il a été jugé, il a été voté aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on ne peut rappeler le consommateur, on doit absolument raccrocher ensuite. On doit mettre fin à la conversation téléphonique avec le consommateur et avoir obtenu son accord pour le rappeler au minimum 24 heures après, étant entendu qu'on doit vérifier qu'on a bien envoyé la documentation précontractuelle. Donc vous voyez, ça veut dire, comme le disait Henri, investir quand même dans des SI qui soient pertinents et puis avoir quand même des parcours travaillés. Être quand même avec une équipe, si vous voulez, de back-office qui soit quand même au point pour ne pas faire n'importe quoi. On voit que c'est un parcours qui est quand même très contraint, très cadencé avec une loi qui a énormément réglementé ce canal. Donc, l'accord du client pour l'achat du produit ne peut intervenir que dans ce contexte. Mais nouveauté par rapport à l'avis du CCSF, et ça c'est très important, on ne peut plus contracter pendant la conversation téléphonique dans le cadre du second appel. Donc en fait le second appel, j'allais dire, il va servir simplement à vérifier que le client a bien compris la documentation précontractuelle, potentiellement rappeler au client un certain nombre d'éléments sur le contrat et lui indiquer quel est le chemin d'accès pour aller signer son contrat. Sachant que, autre règle, on ne peut plus recueillir le consentement du consommateur par oral. Donc le « oui, je suis d'accord pour l'adhésion à mon contrat » ou « oui, je suis d'accord pour conclure le contrat », c'est terminé. Donc l'acte de conclusion du contrat n'est plus possible par téléphone. Par téléphone. Voilà, il est obligatoirement fait dans un contexte de signature
électronique au sens de la réglementation sur la signature électronique. Donc, c'est pareil, on nous expose tous les jours des processus à la noix. Je parle cash parce que nos distributeurs qui nous écoutent, ils parlent comme ça. Voilà, il y a une réglementation sur la signature électronique, il y a des dispositifs qui sont validés, il y a des outils où on est dedans et on est conforme, où on n'est pas dedans et on n'est pas conforme. La loi le dit, c'est un dispositif de signature électronique ou papier. C'est déporté, ce n'est pas fait pendant la signature, pendant l'entretien. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, à un consommateur, et j'ai entendu parfois certaines conversations où on restait 50 minutes avec les gens qui n'arrivaient pas à cliquer sur le bouton. Quand on a ce type de sujet, eh bien, on identifie qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas en mesure de contracter par téléphone. On raccroche et on envoie le dossier par papier. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important. On doit ensuite, une fois qu'on a raccroché, attendre que le client ait signé son contrat tout seul, sans pression, s'il l'entend, adresser au client cette fameuse lettre de bienvenue. Ça, c'est une reprise, effectivement, des dispositions de l'avis qui fait écho à ce que les associations de consommateurs avaient indiqué, à savoir, le client, parfois, il a rien, en fait. Il n'a pas reçu sa documentation, il ne connaît pas son engagement, il ne sait pas quelle est l'échéance de son contrat, il n'a pas vraiment compris qui lui avait fait signer le contrat. Donc, cette lettre de bienvenue, elle est imposée aujourd'hui. Donc, on doit ensuite réadresser au client un courrier qui contient la date d'engagement, la date d'échéance, le droit de renonciation et le parcours de renonciation, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut formuler des réclamations et le service de médiation auquel il pourra avoir éventuellement droit dans l'hypothèse d'un litige. On n'a pas fini, Jean-Charles. Par ailleurs, il va falloir les enregistrements, les archiver, les tracer et être en mesure de les conserver intégralement avec possibilité pour les autorités d'accéder à vos serveurs. ACPR et DGCCRF pour opérer les contrôles sur les ventes. Alors ça, ce sont des gros soucis techniques qu'ont aujourd'hui les distributeurs et les assureurs, enfin ceux qui procèdent, en termes de volume, de place, parce que jusqu'à maintenant, la pratique, c'était qu'on enregistrait surtout ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire l'accord du consommateur. Toute la conversation qui précédait en fait la vente n'était en général pas archivée, ne l'est d'ailleurs toujours pas complètement aujourd'hui, et on a encore beaucoup d'acteurs qui n'enregistrent pas. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui normalement est obligatoire depuis le 1er juillet 2020, puisque l'accord de place l'avait effectivement indiqué. Ce sera obligatoire à partir du 1er avril. Et ça, c'est une disposition très ferme de la loi et du projet de décret qui est en cours de publication. Il faut également, et ça c'est la dernière règle, et j'insiste beaucoup sur cette règle, mettre à la disposition des autorités les pièces justificatives de ce que l'appel est sollicité quand on a décidé de ne pas respecter ces 9 règles. C'est-à-dire que quand on est contrôlé sur un canal de vente, il ne suffit pas de dire comme en ce moment, ce qui est le cas souvent, non mais moi je travaille avec des appels sollicités, ce que nos internautes appellent les leads chauds. Le chaud, le froid, là, c'est terminé. Aujourd'hui, l'appel sollicité, c'est une démarche expresse du consommateur, comme l'avait dit l'avis et comme le dit la loi, qui, en fait, renseigne de sa propre initiative sans y être contraint, ni par le biais, si vous voulez, de ce qu'on appelle les techniques de l'opt-out, c'est-à-dire, en recevant ça, j'accepte de. Non, je fais une démarche de ma propre initiative pour solliciter qu'un professionnel me téléphone parce que j'ai décidé, toute seule dans mon coin, que je souhaitais être renseignée sur un produit. Ça, c'est l'appel sollicité au sens de la nouvelle législation. C'est d'ailleurs ce terme que je voudrais bien redire. On a abandonné cette notion de démarchage à froid, démarchage à chaud. On est dans la notion de appel sollicité, appel non sollicité. Vous voyez la différence entre Negelen et ce dispositif supplémentaire, cumulatif, en réalité qui contraint beaucoup plus le canal de vente des produits d'assurance aux consommateurs. Et avec la loi Negelen, alors ça va s'articuler. Alors, je veux qu'on y revienne après. On y reviendra après avec la loi Negelen, mais effectivement, l'articulation n'est pas si simple. J'avance, je vous coupe avant de venir sur Negelen, mais assez rapidement, votre réaction, même si c'est encore un peu tôt pour savoir ce que cette loi va produire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que ça va résoudre Ça va indubitablement dans le bon sens. On a vu quand même que les règles sont nombreuses, importantes. Donc on peut que constater des améliorations. D'ailleurs, on commence déjà à les sentir avec l'application de l'avis du CCSF, de cet accord de place. Bien entendu, pour nous, il nous semble quand même que les 2 points clés, c'est l'enregistrement. Qui devrait mettre une fin définitive au grand n'importe quoi. Vous savez, on a entendu tellement de choses. Pour valider, pour pouvoir vous envoyer l'information, il faut que vous nous donniez vos tribes.
Donc, voilà, ce genre d'argument pour valider l'envoi des informations contractuelles. Donc, l'enregistrement, c'est évident. Et puis, la signature déportée. La signature déportée, c'est revenir à une acceptation éclairée de la part du consommateur. Il va avoir le temps de réfléchir, il va avoir le temps de voir s'il veut le faire, s'il veut pas le faire, s'il accepte. Normalement, c'est quand même un grand mieux. Henri ? Non, je pense que... Alors moi, je vais tout à fait dans le sens d'Hervé Mondange, mais je l'éclaire avec ma propre lanterne. C'est-à-dire qu'une vente bien faite, c'est un client satisfait. Un client satisfait, c'est un client stable, et c'est donc un client rentable. Donc ce processus qui va contraindre, enfin, si j'ose dire, à faire en sorte que le client soit conscient de ce qu'il a acheté dans de bonnes conditions, ne peut qu'aller dans un intérêt partagé du consommateur, mais aussi de l'intermédiaire et de l'assureur. J'ai juste un doute, parce que, encore une fois, je reviens sur mes épreuves de temps, on ne va pas faire rentrer ça avec un chausse-pied. Donc là, on est face à des contraintes qui me paraissent vraiment complexes, sinon insurmontables. Merci. Bon, moi, c'est dit. Alors, poursuivons, Isabelle. Voilà. Avec justement la loi Degel. Est-ce que vous avez des alors, cas on l'a vu au d'usage début. Voilà, on va pas pouvoir. Alors, on a fait un petit slide, je crois, Jean-Charles, qui va s'afficher. On a effectivement, ça va s'afficher sur l'écran. L'idée est la suivante. J'ai dit au début qu'on devait qualifier ses parcours. On doit, en fait, être en mesure de dire, est-ce que mon parcours m'oblige à filtrer mes fichiers parce que je suis dans le cadre de l'application du Code de la consommation, et est-ce que mes parcours m'obligent à appliquer la vente en 2 temps? On va l'appeler comme ça pour aller plus vite. On a 3 cas d'usage à regarder ensemble, où on voit que l'un n'induit pas forcément l'application de l'autre. En gros, je peux me situer dans le démarchage téléphonique, mais pas forcément dans la vente en 2 temps, ou je peux me situer dans la vente en 2 temps, mais pas forcément dans le démarchage téléphonique. Alors, le cas est très simple. C'est que les dispositions des lois ne se sont pas, en fait, calquées sur les conditions. La loi Negelen, en fait, dit que on n'est pas en démarchage quand on appelle un client qui a un contrat en cours chez nous, à qui on propose une amélioration de la qualité de service ou un complément à ce bien ou ce service. Voilà, il n'y a pas de spectre, si vous voulez, j'ai un client, il a un contrat en cours chez moi, je peux l'appeler, je ne suis pas en démarchage. Alors que la loi du 8 avril dit il faut que ce soit un contrat d'assurance en cours. Donc en réalité, premier cas d'usage, j'ai un appel entrant pour la souscription d'un contrat de biens, de services, par exemple contrat d'énergie, contrat d'eau, contrat remontée mécanique, j'achète un téléphone portable par exemple, et sur rebond commercial, c'est-à-dire j'ai le consommateur, je lui propose en fait d'assurer son énergie, son eau, etc. Je vais me situer dans la vente en 2 temps. Parce qu'en tant que distributeur, ce n'est pas un contrat d'assurance que j'ai. Mais je ne suis pas dans le démarchage. Parce que je suis capable de justifier que, finalement, le consommateur qui est avec un contrat en cours avec moi professionnel, eh bien, je lui propose quand même une amélioration du service par la fourniture d'une assurance complémentaire à ce service. Vous voyez, c'est important de bien qualifier ses parcours pour voir sur ce premier cas d'usage que je me trouve dans la vente en 2 temps, mais je ne suis pas dans le démarchage. Alors, évidemment, tout ça... ça méritera d'être mis en œuvre dans le cas, mais c'est notre analyse et c'est quand même ce que disent les législations. On a ce périmètre. Alors, on a un autre cas où c'est le contraire. Je vais faire ce petit cas-là. C'est l'appel sortant pour la souscription d'un contrat d'assurance. Donc, effectivement, j'appelle pour souscrire un contrat d'assurance. Par exemple, un contrat d'assurance sur la vie, sans rapport avec l'objet du contrat d'assurance en cours. Et je propose effectivement à mon client de souscrire une automobile. Eh bien, là, je suis vraiment dans la vente en un temps. Parce que je suis un agent général, j'ai un client qui a un contrat d'assurance vie, j'ai le droit de l'appeler pour lui vendre une automobile. Par contre, si je lis Negelen, je suis dans le démarchage. Parce que quelque part, le contrat que je lui propose par téléphone n'a rien à voir avec les contrats qu'il a là. Donc, vous voyez, il y a des petits ajustements à trouver parce que pour le coup, ce cas-là d'usage, pour moi, il est un peu contre-intuitif parce que à partir du moment où je suis un agent général ou un courtier et que j'ai un client chez moi qui a des contrats, bon, le fait que je lui téléphone pour lui proposer de conclure un autre contrat, quand bien même il ne soit pas en complément ou en lien avec les contrats qu'il a avec moi, ne me semble pas relever, en tout cas, de la pratique du démarchage au sens de la prospection à l'initiative. Néanmoins, la réglementation, elle est faite comme ça. Donc, c'était vraiment pour illustrer toujours les petits problèmes d'interface qu'on a dans les législations. Les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes et on a des petits problèmes d'interface sur ces cas d'usage, qui se régleront probablement par la soft law, parce que c'est sûr qu'à l'épreuve des contrôles, on arrivera à trouver des terrains d'entente, probablement, avec les DGCCRF et la CPR sur ces sujets.
C'est kafkaïen votre affaire. Je crois que vous avez beaucoup plus de cas d'usage. Alors, dans la lettre, Jean-Charles, vous allez trouver 14 cas d'usage, parce que nous, on est absolument inondés d'appels. Alors, pas de consommateurs, mais de distributeurs, qui nous posent plein de cas d'école, en fait, dans le cadre de la mise en conformité. Ce qui prouve qu'ils se mettent en conformité. Ça prouve que la fille du CCSF fait son chemin et que la législation, il commence à là. Et donc, on a répertorié 14 cas d'usage où on leur donne un peu les solutions. Est-ce qu'on est dans des galennes? Est-ce qu'on est dans... Donc, effectivement, il faut qu'ils se reportent à la lettre, parce qu'on n'a pas le temps, bien entendu, sur une émission comme aujourd'hui, de décrire les 14 cas d'usage. Non, mais je vous invite effectivement à la lire, parce que ces cas d'usage sont assez c'est kafkaïen. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, mais je vais vous demander finalement une conclusion assez rapide, qui est assez simple. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vendre par téléphone de l'assurance dans ces conditions-là? Hervé Mondange. Oui, en tout cas, les professionnels vont devoir respecter scrupuleusement cette nouvelle réglementation et faire montre de leur sérieux sur le sujet, parce que je crois qu'on ne va pas se mentir, hein, la prochaine étape, c'est le modèle allemand, si je puis dire. Ce sera l'interdiction pure et simple du démarchage par téléphone. C'est important de le dire, ça. C'est peut-être la dernière... D'ailleurs, d'autres organisations que la mienne sont toujours sur ce trend. Lorsqu'on leur a annoncé toute la législation, qui est pourtant très contraignante, et on ne sait pas d'ailleurs si elle laissera une place à réellement un business model sur le sujet, mais en tout état de cause, il y en a qui continuent à demander l'interdiction pure et simple. Il faut comprendre que moi, je serais un professionnel, je pense que je l'abandonnerais. Enfin, je veux dire, le téléphone n'est pas forcément à blâmer dans tout son ensemble, mais l'appel comme ça de démarchage pour des produits aussi complexes ne semble pas du tout adapté. Comment respecter l'obligation de conseil avec des contrats pareils, ça me semble impossible. Et moi, dans tout ce que j'ai entendu, je n'ai jamais un seul consommateur qui m'a dit « Ah bah tiens, j'ai été appelé, le gars il m'a dit que j'avais un bon contrat de complémentaire santé, qu'il fallait que je le garde, et en me saluant, en me disant au revoir. » Donc voilà, je pense que c'est la preuve qu'il va falloir vraiment qu'il soit tout à fait honnête dans la mise en œuvre de la réglementation. Donc dernier avertissement avant fermeture, c'est ça? Je le crains. On peut dire ça comme ça. Henri, est-ce que c'est pas un problème, on le disait en début d'émission, est-ce que c'est un problème de canal de vente, ou bien est-ce que c'est un problème tout simplement de devoir de conseil? On retombe toujours, tel un culbuto, nous revenons toujours sur la DDA. Je pense que c'est un problème de pratique commerciale, tout simplement. Et que ce canal-là n'est pas fait pour supporter des pratiques commerciales éclairées, appelons-les comme ça, et qui respectent ce que la réglementation a aujourd'hui mis en place. Alors pour autant, je ne voudrais pas qu'on rejette le média du téléphone, qui est quand même un outil commercial intéressant et qui peut être utilisé dans de bonnes conditions, notamment pour appuyer des sollicitations qui sont arrivées par le web, pour relancer un client, parce que de toute façon, tous nos braves distributeurs, ils ont une obligation d'accompagner les clients toute la durée du contrat. Et donc, comment ils vont le faire? Ils vont pas visiter tous les clients tous les 2 ans. C'est pas humainement faisable. Et donc, le téléphone est un outil extrêmement utile. Et quand le distributeur est bien identifié par son client est content qu'il prenne des nouvelles de lui. Hein? Donc, ne jetons pas tout. Voilà, il ne faut pas jeter l'outil comme ça de manière inconsidérée, mais c'est vrai qu'il n'est absolument pas adapté aux pratiques commerciales vertueuses que l'on attend aujourd'hui sur le marché régulé de l'assurance. C'est vrai qu'on peut des fois se poser la question de savoir si les professionnels savent eux-mêmes, les professionnels, ceux qui nous appellent savent ce qu'ils vendent. On n'a pas le temps, mais je pourrais vous faire des expériences très personnelles. Mais il y a du vécu, mais bon, là, telle n'est pas la question. Et encore très récent. C'est vrai. Est-ce que nous, ça nous surprend. Ça nous surprend toujours, parce qu'on est quand même dans un monde très régulé. L'assurance, c'est quelque chose de sérieux, même limite un peu barbant. Hein. Et quand on voit que c'est vendu parfois comme des grille-pains, on ne comprend pas bien comment des professionnels aussi régulés, avec des contrats aussi importants pour la vie des gens quand même, et qui doivent être adaptés à leur situation individuelle, puissent être vendus avec si peu de connaissance du produit lui-même et si peu parfois d'éthique. Très rapidement, Henri, mais parce que je sais que ce sujet est important, le précompte, on a parlé tout à l'heure, c'est un pouce au crime, entre guillemets. Ah oui, non, mais le précompte,
je m'étonne, Jean-Charles, qu'on me pose encore la question. Bon, le précompte, il est interdit, il est prohibé. Ça, c'est simple. Donc, évidemment, il faut que la police fasse son travail, mais il faut que nos amis et confrères distributeurs soient bien conscients que ce système de rémunération n'est plus compatible aujourd'hui avec des pratiques commerciales vertueuses non plus. Et on voit bien que sur ces pratiques déjà un peu limites, fort bien décrite par Hervé Mondange, le précompte, il a eu un effet accélérateur dans le très mauvais sens du terme. Isabelle, je vous laisse l'honneur de conclure. Voilà, alors moi je vais essayer d'être plus optimiste parce que bon, vous le savez, j'ai un ADN distributeur. Je ne crois pas que le canal soit un canal à proscrire, y compris dans la prospection. Je pense que je suis très attachée à ce dispositif nouveau qui est la gouvernance des produits et des circuits. Je pense qu'il y a des cibles de clients à éviter et il y a des produits à éviter. Maintenant, il y a une possibilité, notamment pour le rebond. Alors, je pense toujours, j'ai mes petits dadas, les produits affinitaires, j'achète mon forfait de ski et j'ai mon carré-neige qui va avec. J'achète un voyage et j'ai l'assurance qui va avec. Parfois, on a besoin de pouvoir contracter vite un produit qui est consubstantiel à un service et qui est facile à comprendre. Donc, je pense que ce canal, il est fait pour ça dans la prospection. Ensuite, effectivement, le téléphone, pour moi, c'est un canal de complément. Et avec les nouveaux moyens aujourd'hui, il est tout à fait possible, effectivement, de l'adosser à des canaux visio, à des canaux partagés, pardon. Et donc, j'ai envie de dire à nos distributeurs, soyez inventifs, mais soyez surtout conscients de l'investissement que vous devez faire dans ces médias pour pouvoir être vertueux et conforme. Isabelle, merci. Je pense qu'on termine sur une note positive. Vous nous avez expliqué dans le détail quand même ce à quoi les distributeurs par téléphone doivent s'attendre. Et il ne faut pas donc plaisanter avec ça parce que vous l'avez rappelé, Hervé Mondange, vous nous l'avez dit. Attention, peut-être dernier avertissement avant la fin. Merci Henri De Bruyne, donc président du Monitoring European Distribution of Insurance. Donc, yes. Merci pour toute votre vision sur la distribution et aussi votre approche européenne. Merci à Force Ouvrière Consommateur, représenté par vous, Hervé Mondange. Merci d'être venu sur ce plateau. Et vous nous avez dit des choses de terrain plus qu'intéressantes et qui méritent d'être entendues par les distributeurs. Isabelle Mona-Lafin, merci à la prochaine fois pour cette émission. Et effectivement, à la prochaine fois pour un autre droit de savoir. Merci à tous et à très bientôt surtout.